Bonjour à tous, pour les nouveaux collègues je me présente, Gwendoline Carlier-Hessler, je suis la référente numérique des personnels de l'ensemble de la cité scolaire, que vous interveniez de la 6e jusqu'aux classes post-bac et au BTS. Ce podcast fait office de rediffusion de ce que j'ai présenté le mercredi 11 septembre 2024 en réunion plénière où j'ai proposé différentes définitions des IA, ainsi que quelques principaux usages de l'IA en éducation et ses limites. Nous avons suivi en fin d'année dernière avec ma collègue 2 jours de formation à l'atelier Canopée, dont le fil rouge était d'éclairer l'un des défis des enseignants face aux IA, celui de sortir d'un manichéisme réducteur entre technophile anthropophobes et technophobe anthropophile. L'IA questionne en effet le rapport au savoir, au savoir-faire et savoir-être. Le pari en éducation est d'envisager cette nouvelle donne. Quel cadre éthique proposer à nos élèves, dont certains sont déjà des utilisateurs chevronnés, mais pas obligatoirement éclairés. Alors cet après-midi, je vais me cantonner à quelques brèves informations, dont certaines qui ont déjà été diffusées en juin pour les collègues déjà en place. Puis nous allons vous résumer les grands axes de formation aux IA qui seront proposés prochainement. Alors pour comprendre tout d'abord ce dont nous parlons, le concept des IA date des années 50. À l'origine, il faut comprendre le I de IA comme celui de CIA, donc comme un ensemble de systèmes informatiques permettant de traiter des renseignements. Le chercheur que nous avons rencontré à Laon nous a partagé une récente tentative de définition consensuelle. L'IA serait un ensemble des théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Les IA ne sont donc pas incarnées, seules elles ne servent à rien. Leur construction peut être rapprochée du principe contraire de celui d'Internet. Quand Google vous propose des réponses qui soulèvent d'autres questions, qui conduisent à passer de lien en lien, une IA conversationnelle est au contraire un moteur de réponses toutes faites, basé sur un corpus établi et parfois même daté. C'est un processus probabiliste qui reflète un savoir considéré comme majoritaire à un instant T. Donc une IA ne comprend pas ce que l'on écrit. Elle cherche les mots qui iraient bien après cela, en prenant en compte les changes précédents. Ainsi, si vous soumettez 2 fois la même requête à Google, vous aurez 2 fois les mêmes réponses. Alors qu'une IA changera sa réponse, considérant que si vous redemandez, son premier résultat n'était pas le plus adapté. L'IA est bien souvent une loupe sur les préjugés et les inégalités, où règne entre autres un certain déséquilibre homme-femme, une prédominance du modèle anglo-américain, et généralement, l'abondance des requêtes mène à un appauvrissement de la pensée. Donc pour ceux qui le souhaiteront, je vous présenterai en formation des exemples de ces limites, de ces biais, mais aussi des outils pour comprendre comment les IA élaborent leurs réponses et comment le faire comprendre aux élèves, afin qu'ils les utilisent avec un esprit critique. Les principaux usages de l'IA en éducation sont nombreux et seront détaillés en formation, mais 3 informations importantes aujourd'hui. Comme annoncé en juin, aucune IA, à ce jour, n'est conforme au RGPD. Le Règlement général de protection des données, qui est un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l'Union européenne depuis 2018. Donc, l'utilisation en classe, initiée par un enseignant, une enseignante, avec des élèves mineurs, n'est à ce jour pas envisageable. Si vous êtes utilisateur en tant qu'adulte, mieux vaut avoir une adresse mail dédiée à l'IA. Les serveurs ne sont pas tous en Europe. Et surtout, ne communiquez aucune information personnelle, ni celle des autres. Donc attention notamment si vous effectuez des requêtes demandant des modèles de courrier, par exemple. Évidemment, cela ne veut pas dire que nos élèves, même les mineurs, pas seulement les étudiants, ne s'en servent pas de leur propre chef. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de l'EN pour ne pas être davantage dépassé. Une IA faite par le ministère devrait être lancée dans quelques semaines. Un modèle souverain d'IA, ouvert et dédié à l'éducation. Cette initiative pourrait constituer un tournant dans notre manière d'enseigner en nous offrant des outils spécifiquement adaptés à nos besoins. Donc les IA peuvent être de bons outils comme assistants des pédagogues que nous sommes, mais pas encore en tant qu'assistants avec les élèves à notre demande pendant
nos séances avec les élèves mineurs, à ce jour. Allant, nous avons discuté des impacts de l'IA sur des sujets aussi cruciaux que la différenciation pédagogique, l'inclusion et bien sûr l'évaluation des élèves. Donc en formation, nous vous présenterons comment bénéficier d'une économie cognitive pour des tâches chronophages, les créations d'exercices à partir d'un document que vous pouvez fournir, en différenciant plus rapidement. Comment adapter vos ressources selon des critères que vous choisirez. Comment élaborer et diffuser des contenus, générer des cours, des exercices, convertir des vidéos en texte, etc. Alors pour ceux parmi vous qui promptent déjà, donc voilà un néologisme, prompter, rédiger un prompt, c'est donner des instructions en langage naturel à une intelligence artificielle pour générer un texte, une image, une vidéo. Vous pouvez vous adresser aux IA conversationnelles comme si vous parliez à quelqu'un, mais ce n'est pas le plus efficace. Alors pour ceux qui s'y adonnent déjà, les bases d'un prompt réussi, nous le développerons en formation, c'est ce que l'on appelle le modèle actif, ACTIF, action, contexte, tonalité, identité, format, en bordant ces 5 champs dans votre prompt, la commande est complète. Nous disposons de nombreux prompts déjà tout faits que nous vous fournirons, par exemple pour mieux accompagner les élèves atteints de troubles 10, donc à l'aide des IA génératives, ou encore les utiliser pour préparer des activités avec différents niveaux de difficulté. 3 remarques tout de suite. Les IA sont programmées en pensée anglo-saxonne. Donc précisez plutôt les âges de vos élèves et non pas les classes, qui ne correspondent pas à celles de France. Les IA ne savent pas ce qu'est une ligne, mais sauront traiter une demande en nombre de mots. Et en général, elles intègrent mal la négation. Donc ne fais pas ne fais pas trop est à éviter dans votre commande. Nous vous présenterons de nombreuses IA en formation, mais en attendant, je ne peux que vous conseiller Perplexity, P-E-R-P-L-E-X-I-T-Y, qui est actuellement la meilleure IA pour les enseignants, pour les formateurs, qui fait des recherches sur le web en direct et qui a comme plus non négligeable un outil focalisation éducation et qui fournit ses sources. Je vous invite également à consulter le site Une IA par jour qui est créé par un enseignant du réseau Canopé. Les IA y sont classées par besoin et donc vous y trouverez absolument tout ce qui pourrait vous correspondre. Alors nos élèves utilisent les IA. Un accent particulier a été mis à l'an sur la manière dont nous pourrions utiliser l'IA pour repenser l'évaluation et développer l'esprit critique chez nos élèves. Donc pour les DM, ce que vous craignez pour la plupart, donc un message fort à retenir est que aucun soi-disant détecteur d'IA en ligne n'est fiable pour estimer normalement si un travail a été fait par un élève ou une IA. Aucun n'est fiable, gratuit ou payant. Nous connaissons en fait les techniques pour rendre un travail fait par l'IA quasiment indétectable et certains de nos élèves aussi. On vous les présentera, mais en quelques minutes, n'importe qui peut apprendre à demander la création d'un texte qui donnerait l'impression d'être écrit par un élève de 15 ou 16 ans, en y demandant même d'y glisser des fautes d'orthographe, voire une ou deux confusions, et cela rend crédible la copie. Le chercheur que nous avons rencontré nous a fait part d'une étude qui a été publiée en 2024, où 80% des professeurs interrogés estimaient savoir identifier un contenu généré par une IA. Et en réalité, après l'étude, elle a révélé que moins de 1 enseignant sur 2 avait réussi à identifier les copies générées par des IA, des copies réellement faites par un élève. Alors, quelles sont les pistes face à cela ? Repenser nos modalités pédagogiques, notamment celles d'évaluation de devoirs à la maison, valoriser des écrits intermédiaires, des brouillons, avec un étayage possible en conscience, ensuite des IA par les élèves, leur faire effectuer des travaux sourcés, de la rédaction de prompts, leur faire passer un oral pour évaluer ce que l'élève a exactement compris. Ce ne sont que des pistes à creuser en équipe disciplinaire en attendant d'avoir des outils officiels pour utiliser les IA en classe. Et pour finir, un enjeu crucial mais encore trop peu mis en avant est également la prise en compte de l'impact environnemental des IA génératives. Créer une image consomme environ une charge complète de smartphone nouvelle génération. Et je ne parle pas de l'entraînement préalable du système.
Avec 15 milliards d'images produites en un an, il y a déjà plus de photos que ce qui a été pris en 150 ans. Et on ne parle pas du stockage. Alors cet impact est difficile à mesurer, tant les producteurs d'IA sont discrets à ce sujet, les données peu fiables, disparates, les études scientifiques encore imprécises et rares. Mais on mesure à peu près qu'un entraînement de 34 jours d'une IA équivaudrait à 700 000 litres d'eau consommée. D'autres études annoncent la valeur faramineuse de l'équivalent de 238 tonnes équivalent carbone pour un entraînement de 34 jours pour une IA générative. Alors en conclusion, je dirais qu'en tant qu'enseignants, nous devons rester bien sûr critiques mais ouverts aux nouvelles possibilités qu'apporte l'IA, tout en gardant à l'esprit les valeurs pédagogiques qui nous sont chères. Ce n'est pas l'IA qui prendra des métiers, mais un jour, ce seront des individus qui sauront l'utiliser, qui les prendront. Donc comment, dans ce contexte, assurer l'égalité des chances pour l'avenir de nos élèves? En attendant d'avoir le droit de les utiliser en classe, les IA bien utilisées peuvent nous aider à gommer les inégalités d'aide à la maison. Ce sont des outils qui doivent répondre à des besoins précis, et un outil ne se substitue ni à la pensée, ni à la créativité. Alors vous recevrez bientôt un sondage qui me permettra de mieux cerner vos attentes et besoins en formation concernant l'utilisation de l'IA dans l'enseignement. Une première formation sera proposée pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les bases de l'IA. Je pense qu'il sera question d'une durée de 2 heures. Cette session visera à démystifier l'IA, à vous présenter des outils concrets pour bien débuter. Elle sera destinée à tous les collègues volontaires. Comme d'habitude, je partagerai ensuite toutes les ressources dans la communauté numérique de l'ENT. Et pour les utilisateurs déjà expérimentés ou ceux qui souhaiteront approfondir leurs connaissances, nous sommes en train d'organiser une session plus poussée avec un formateur de Canopé qui se déplacerait ici en octobre. D'ici là, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions ou des idées à partager. Merci pour votre attention.